Voilà, nous allons parler du processus électoral qui est dans sa campagne ou la phase décisive. Nous allons essayer d'analyser le contour de cette période avec M. Aldaric Louboya. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Union sacrée. Oui. Mais jusque-là, on sent vraiment un début timide de votre part, surtout de votre camp, plateforme. Qu'est-ce qui justifie Moi, cela? je pense que d'ailleurs les premiers acteurs qui sont vraiment à fond dans la campagne électorale sont les acteurs issus de l'Union sacrée. Mais nous savons aussi par expérience que généralement les premières semaines de campagne électorale sont toujours un peu timides parce que, bon, vous avez des réticences de la part de ceux de l'opposition, c'est vrai, mais il y a aussi toujours une certaine mise en place du point de vue logistique qui est quand même entreprise en retard. Par expérience, nous savons que ça a toujours été comme ça. Je pense qu'à partir de cette deuxième semaine, ça va décoller. Oui, mais on sent que c'est l'opposition qui va en poupe avec Katumbi, qui fait des plats et tout ça. Ça risque aussi oui, de vous si vous parlez déjà des candidats à la présidentielle, je pense que le candidat numéro 20 peut être coté comme le premier, qui soit le plus actif, qui est le plus affiché, qui est le plus mobilisé, de 1. Et si vous allez au niveau des élections législatives, par exemple, à tous les niveaux, c'est-à-dire national et provincial, et même en ce qui concerne la préparation de la campagne pour les conseils municipaux, c'est essentiellement les candidats issus de l'Union sacrée. Jusque-là, moi, je suis acteur politique, je suis sur terrain, et nous pouvons dire que nous ne constatons pas encore beaucoup d'émulation dans les chefs des candidats de l'opposition. Même du côté de l'Union sacrée, ça me dit qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Vous avez des candidats qui descendent, mais qui descendent dans leur fief. Il y a d'autres qui attendent les 2 dernières semaines pour descendre. Alors cela se justifie par manque de moyens. Vous savez, l'Union sacrée aujourd'hui est une grande famille qui réunit plusieurs formations politiques qui sont indépendantes dans leur organisation interne. Et pour le cas d'espèce, moi je vais parler du MLC, qui est un parti assez bien organisé, tout le monde peut en témoigner. Et à notre niveau, nous ne pouvons pas dire qu'il y a ces problèmes d'organisation là où ces problèmes de moyens pour les Donc, du côté MLC, on a déboursé les moyens. Le MLC est un parti qui est très bien organisé. Comme je vous disais, tout le monde peut en témoigner de par le leadership oui, mais là, de ces partis. Le MLC a déboursé l'argent pour les partis s'organisent pour ces élections depuis très longtemps et avaient toujours clamé être prêts pour ces élections. Et voilà, maintenant que nous sommes sur la dernière ligne droite, nous y allons des pieds fermes. Des pieds fermes. Alors, parce que vous parlez du MLC, Jean-Pierre Bemba a porté son choix sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais, mais pourquoi il pouvait aussi être dans la course présidentielle? Ça fait pratiquement 10 ans qu'il a été à la CPI. Ça allait quand même faire de lui un leader, ou ça ferait de lui un leader. Il a toujours été. Mais pourquoi ce choix derrière Tshisekedi? Bien sûr, le choix du mouvement de libération du Congo, dont la voix est portée par son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, est mu par, je disais, comme ému par des raisons de consistance, on va dire, et de cohérence de ce que nous voulons et de ce que nous pensons de l'avenir de notre pays. Vous vous rappellerez, le mouvement de libération du Congo a adhéré à l'Union sacrée de la nation pour 5 raisons principales. Parce que dans la vision qu'avait annoncée le président de la République, il avait cité la question sécuritaire, parce que nous considérons déjà que quand le pays est attaqué, il faut que le fils du pays se réunisse et comme un seul homme boute hors de notre territoire l'ennemi. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était des raisons de bonne gouvernance. Parce que si nous voulons effectivement sortir le pays du gouffre dans lequel nous sommes, il fallait améliorer la gouvernance du pays. Le troisième point, c'était celui relatif à la justice. Le quatrième point était relatif à l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Et le dernier point était relatif à l'organisation des élections crédibles. Nous avons adhéré à cette dynamique. Nous avons adhéré à l'Union sacrée de la nation parce que nous considérions que les priorités que le président de la République avait présentées étaient les mêmes que ce que nous avions. Alors, une fois au sein de l'Union sacrée, pendant pratiquement 3 ans,
nous avons observé les indicateurs qui démontrent la volonté politique du président de la République à effectivement prendre en compte ses priorités et à améliorer structurellement, nous allons dire, les conditions de vie des Congolais. Alors, parce que nous parlons d'amélioration structurelle et de pérennité dans notre croissance, nous avons dû nous résoudre de la nécessité de la continuité plutôt que d'un retour ou un retour à la case départ, d'un retour à zéro pour essayer encore de, je vais dire, spéculer, analyser. Continuité avec RAM, continuité avec sans avion Congo Airways, continuité avec quoi? Il y a ceux qui veulent à ce qu'il y ait retour à la case de départ. Le dollar était stable, case de départ, on avait une bancarisation réussie, case de départ, il y avait beaucoup de choses, que continuité toujours dans beaucoup Vous savez, je veux vous dire, nous pouvons aller secteur par secteur. Nous pouvons aller secteur par secteur. Dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la sécurité, et nous pouvons, avec vous, déchiffrer tous les records qui ont été battus par la gouvernance de l'Union sacrée de la nation. Si vous voulez, nous pouvons prendre seulement les secteurs économiques. Nous passons d'un taux de croissance de 1,9% en 2019 pour un taux de croissance de plus de 6% en 2023. Ça, ce sont des indicateurs qui ne mentent pas. Si on rentre aujourd'hui dans les considérations subjectives, nous allons nous perdre. Mais nous savons aussi que 2019, alors que nous avons un budget financé à hauteur de près de 4 milliards de pourcents par le gouvernement congolais, nous aboutissons à un budget de 16 milliards de dollars. Ce sont des indicateurs qui ne manquent pas. Dans les secteurs sociaux, vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez le programme de santé universelle qui débute déjà même par la gratuité des accouchements qui fera que nos mamans et nos jeunes sœurs ne périssent point en donnant la vie. Vous avez la construction. Est-ce que vous croyez qu'avec gratuité, il n'y aura pas de morts? Parce que vous voyez, gratuité, il n'y a pas de motivation. Gratuité, si vous n'arrivez pas à améliorer le salaire des médecins, vous voyez que ça risque d'être juste un échec. Mais parce que vous parlez de cela, vous savez que le personnel de santé ont eu accès à la prime des risques professionnels au cours de 2 dernières années. Et ces personnels s'élèvent au nombre de plus de 30 000. Et dans ces 30 000, vous avez 9 000 médecins qui désormais touchent la prime des risques qu'ils ne touchaient pas avant. Nous serons d'accord, vous et moi, qu'en réalité, dans ces pays, nous avons tous les moyens de mobiliser des ressources. Le plus grand problème a toujours été l'affectation des ressources. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Parler de gratuité, vous avez un exemple dans les secteurs de l'enseignement ou de l'éducation nationale. Nous avons adopté la gratuité de l'enseignement, mais vous avez en même temps le salaire des enseignants qui a quitté 159 000 francs congolais pour atteindre le montant de plus de 400 000. Nous sommes à 408 000 francs congolais des salaires. Ça veut dire que la gratuité ne veut pas dire paupérisation des acteurs des différents secteurs et ne veut pas dire non plus négligence de la qualité du service rendu. Alors, vous êtes candidat? Je suis candidat à la députation nationale pour la circonscription du Mont-en-Bas. Je suis le numéro 682. Alors, candidat, oui, mais qu'est-ce que vous comptez apporter de plus que les autres qui vous ont précédé? Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. J'aimerais vous préciser déjà une chose. C'est que nous, après observation, nous considérons que dans le contexte de la République démocratique du Congo aujourd'hui, un député national n'est pas censé seulement remplir les 3 fonctions de son rôle. Vous savez, la fonction de porte-parole, celle des législateurs et celle de contrôleur du gouvernement. Nous pensons qu'au rôle du député national, il faudrait rajouter une donne, qui est la donne de proactivité et la capacité de porter des solutions fonctionnelles. Pourquoi? Parce que vous allez constater que nous allons à notre 4e cycle électoral.
Et il y a des personnes qui se sont distinguées par leur capacité à parler, par leur capacité à détailler le problème du Congolais. Mais beaucoup de choses n'ont pas changé pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de proposition de solutions fonctionnelles. Une solution fonctionnelle, en effet, c'est une solution innovante. Et encore, je souligne que innovation ne veut pas dire seulement apporter quelque chose de nouveau, mais aussi une solution qui n'apporte pas un autre problème. Je voudrais vraiment vous donner un exemple qui est très simple. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en 2013, on interpelle le gouverneur de la ville, André Kimbuta à l'époque, parce que la ville était devenue trop sale. Et les députés provinciaux avaient eu beaucoup de pression de la population. Au cours de cette séance-là, le gouverneur démontre aux députés provinciaux qu'il était dans l'incapacité de gérer la salubrité parce qu'effectivement, nous produisons 20 000 tonnes de déchets par jour et que l'Union européenne, qui finançait à hauteur de 2 millions de dollars l'an les services d'assainissement, ne le faisait plus. Au sortir de cette séance, le gouverneur, parlant devant la presse, a considéré qu'il avait fait son travail et qu'il avait bien expliqué aux élus du peuple que la gestion était difficile, voire impossible. Les élus du peuple, pour leur part, ont considéré qu'effectivement, ils ont interpellé le gouverneur et donc ils avaient fait leur travail. En réalité, le plus grand perdant, c'est la population congolaise. Et c'est ce qui fait, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la transformation structurelle, ce qui fait que nous tournons encore en rond, c'est que nous commettons parfois l'erreur de penser qu'être député national, c'est seulement de dire qu'il n'y a pas de courant à Makala, à Ngiringiri, à Ngaba et tout ça, sans pour autant apporter une certaine dose de proactivité en apportant des solutions concrètes qui peuvent être appliquées par les députés. Et c'est quoi ces solutions concrètes-là? C'est ça le problème, ceux qui sont en train de suivre. Aujourd'hui, vous avez parlé, c'est le 4e cycle électoral. Effectivement. C'est qu'on a besoin des jeunes, du sang nouveau. Oui. On a besoin quand même d'innover. Oui. Parce que la population a changé. Donc en 2018, c'était la génération, pour les journalistes, c'est ceux-là qu'on appelle les Ndekondeko. Oui. Ils sont arrivés au Parlement, ils n'ont rien foutu. Oui. Et aujourd'hui, c'est une déception. Alors maintenant, ce sont les jeunes. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau qui fera que les gens puissent renouveler ou avoir votre confiance? Faites bien d'ailleurs de le dire parce qu'en parlant des personnes qui ont la capacité de parler, vous allez constater qu'effectivement, c'est parce que les journalistes semblent dire mieux le problème des Congolais qui sont souvent élus, plébiscités comme députés, mais parce qu'effectivement le rôle du député n'est pas censé seulement être celui de parler, vous voyez que le bilan a toujours été négatif. En termes de solutions, moi je vais rapidement vous prendre un exemple avant de revenir sur mes priorités de cette législature. Je vous donne un exemple. Nous parlons des salubrités. Vous savez que sous d'autres cieux, un peu partout, il y a deux choses qui feraient que nous puissions régler le problème des salubrités à Kinshasa. La première, c'est la pénalisation du jet des déchets en public. Vous jetez une bouteille d'eau en plastique en public, on vous arrête, vous payez des amendes. Vous jetez des déchets de votre parcelle devant, on vous arrête, vous avez des amendes. Et vous savez que pour le Congolais, il n'y a rien qui fait plus mal que de toucher à son portefeuille. On a eu l'exemple ici avec les masques ou les cache-nez lors du Covid. C'est déjà une chose. Et de deux, c'est qu'il faudra impérativement créer des brigades autonomes vertes, donc des brigades d'assainissement au niveau des communes, mais la question reviendra, c'est celle du financement. Comment on finance un programme pareil? C'est que tous les habitants, toutes les parcelles de ces communes-là seront soumis à un régime de taxes environnementales solidaires. Ça s'est fait partout, même en Europe. C'est qu'au sein de votre parcelle, vous vous réunissez et vous réunissez 10 000 francs congolais à remettre chaque mois à la brigade verte. Et la brigade s'occupe d'évacuer les immondices, de surveiller l'environnement, les rues et tout ça, et aussi après de faire une sorte de police environnementale. Et avec une solution pareille, monsieur, vous résolvez le problème de la population et vous créez de l'emploi. Vous prenez un exemple comme la commune de Kassavubu. Dans la commune de Kassavubu, vous arrivez à générer 32 000 $ par mois
avec ces régimes. Alors que vous vous rappelez que le gouverneur a eu à donner une fois seulement 10 000 et ça fait autant d'années qu'on n'a plus eu d'argent. Donc ça veut dire qu'avec 32 000, on peut faire plus, mais vous arrivez à créer 130 emplois. Alors je reviens rapidement sur nos priorités en tant que candidat député national. Nous avons retenu une grande priorité, c'est le marathon emploi. Cette priorité, nous l'avons retenue dans une logique inductive parce que nous pensons qu'en touchant à l'emploi, vous savez, on dit le travail anoblit l'homme et le travail donne de l'espoir. C'est qu'en touchant à l'emploi, en veillant à ce que les Congolais aient majoritairement accès à l'emploi, nous allons par induction résoudre d'autres problèmes. Par exemple, si vous promouvez l'emploi dans les secteurs à forte intensité d'emploi comme l'agriculture, par exemple, en même temps vous donnez de l'emploi, mais vous concourez aussi à la sécurité alimentaire. Si vous allez, par exemple, dans les secteurs de l'assainissement, nous allons avoir la protection de l'environnement, nous aurons une bonne santé, mais en même temps, nous aurons donné de l'emploi. Vous savez aussi, M. Jean-David Kilolo, que le président de la République, dans les 6 engagements qu'il a présentés pour les prochains quinquennats, l'emploi est le premier engagement. Le président de la République s'est engagé à créer 6,4 millions d'emplois. Et pour nous, nous disons que pour le prochain... parce qu'on a connu, il y a beaucoup de promesses, jusque-là rien. Mais bien sûr, c'est pour ça, et c'est certainement à cause de cela que nous disons que pour le prochain quinquennat, nous allons accompagner le président de la République avec le marathon emploi. Parce qu'effectivement, en politique, il y a la volonté, après, il y a l'application. Et en tant que député national, nous avons 3 grands groupes ou 3 axes que nous allons poursuivre. Le premier, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. En commençant, parce que je vais faire vite sans entrer dans les détails, vu le temps qui nous est imparti. Le premier, c'est la révision du programme d'appui le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qu'on appelle le PADM-PME, qui doit être revu et d'ailleurs converti en programme ELICA parce qu'il doit donner de l'espoir. Ce programme a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale qui a été pas utilisé à bon escient parce que vous avez déjà 50% de ces 100 millions que nous allons rembourser sur 32 ans qui ont été consommés par les frais d'établissement et par la consultance étrangère. Et sur ces 100 millions, vous n'avez que 100 millions qui ont été distribués à des jeunes, et je dis bien distribués à titre de cadeaux non remboursables, et dont les résultats et les aspects de pérennité ne sont pratiquement pas du tout existants. Et donc, il faut revoir le PADM-PE. Deuxièmement, au sein de ces grands groupes, vous avez la question relative au marché public. Nous considérons que désormais, n'ont droit au marché public que des Congolais. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que le président a la vision de créer des millionnaires, une classe de millionnaires. Vous avez un programme qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui est celui de la construction des maisons préfabriquées. Le procès de 100 jours, vous vous rappelez. Il fallait donner de l'argent à un monsieur des nationalités libanaises qui devait aller acheter des maisons à venir monter ici. Et le monsieur a précisé qu'il gagnait 25 millions sur ces marchés. Est-ce que vous pensez qu'avec un consortium de 5 jeunes Congolais, qu'on chargerait d'aller acheter ces maisons préfabriquées, de les ramener ici et de les construire, on n'allait pas atteindre les résultats escomptés? Moi, je dis que oui. Mais qu'est-ce qu'on allait avoir à côté? On allait avoir 5 jeunes qui auraient eu chacun 5 millions de dollars et qui seraient devenus de vrais millionnaires avec 5 millions de dollars. Donc nous pensons, nous, qu'aujourd'hui, et je peux prendre beaucoup d'exemples parce que je le dis clairement, moi je ne suis pas pour le fait qu'on ait attribué un projet comme celui des permis de conduire à des étrangers, alors qu'il s'agit d'un projet qui vous demande un investissement 80 millions de dollars, mais qui vous rapporte sur les 3 prochaines années 500 millions de dollars. Même si c'est des revenus que le gouvernement va partager avec l'entrepreneur, j'aurais voulu que cet entrepreneur soit un consortium de jeunes Congolais qui partagent les 500 millions de dollars avec le gouvernement plutôt que ce soit des étrangers. Donc pour nous,
nous nous disons que nous allons lutter pour que la législation en matière des marchés publics soit changée et que pour tous les marchés publics, seuls les Congolais puissent avoir accès, quitte après, en cas de déficit d'expérience, qu'ils recourent à la sous-traitance étrangère s'ils le veulent. Mais aussi, je voulais préciser que nous avons dans le deuxième grand groupe, c'est l'amélioration des conditions de travail, qui est très important. Parce que vous avez... terminé là-bas. Oui, je vais chuter rapidement par là et les autres points, ceux qui nous suivent pourront avoir les détails. Donc rapidement, les conditions de travail, M. Jean-David Kilolo. Vous savez que nous avons le SMIC aujourd'hui, qui est placé à 7 800 francs congolais, qui en 2017, après 2 ans de débats, équivalait 5 $ américains. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous constatons que le pouvoir d'achat du Congolais est souvent menacé parce que nous avons une économie qui admet d'autres devises et le considérant comme ayant cours légal, notamment le dollar américain qui fait affront au franc congolais. Nous pensons que pour l'amélioration des conditions de travail, il faudrait indexer le SMIC au dollar américain, mais pour des raisons de souveraineté, bien sûr, on ne dira pas au dollar américain, mais on dira au franc fiscal qui sera publié par la Banque centrale chaque mois. Vous avez la question relative au louage du personnel, que nous appelons aussi, par défaut, sous-traitance, mais ce sont des services d'intérim. Vous savez que jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais légiféré sur les services d'intérim. Et ça vous fait quoi? Vous avez des personnes qui travaillent même au sein des banques. Pour le travail que la personne fournit, le travail est évalué à 850 $, qui est le montant de la facture. Mais la personne ne touche que 300 $, 300 à 350 $. Et les 500 et les 500 partent, soi-disant pour, bien sûr, les frais de gestion administrative et tout ça, mais nous pensons que ça ne devrait pas se faire comme cela. C'est une grande erreur qu'on n'ait pas légiféré sur ces points-là. Mais aussi, vous avez des personnes que je connais même personnellement, qui depuis 2013 sont payées à hauteur de 200 $, et 10 ans après aujourd'hui, ils ont eu femme et enfants, mais ils sont toujours à 200 $. Et nous voulons, parce que je vais chuter, hein, ce que je mérite dire au fait en résumé à nos frères congolais, c'est que Aldari Luboya aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, nous allons accompagner le président de la République pour que le Congolais soit mis au travail, même en parlant des secteurs à forte intensité d'emploi comme l'agriculture, l'assainissement, la police et l'armée, et bien sûr les infrastructures, nous allons nous mettre vraiment au travail et nous ne dormirons pas tant que ne seront pas appliquées toutes ces mesures qui font que le Congolais ait du travail et par le travail, il ait sa dignité. C'est pourquoi nous, notre slogan de campagne, c'est « Recouvrons notre dignité ». Merci. Merci beaucoup, Luboya Aldari. Merci beaucoup, M. Jean-David. Ça, ce sont des belles idées. Hein. Merci. Ce sont des belles idées qui méritent d'être soutenues. Merci beaucoup. Que le Congolais comprenne aussi. Merci beaucoup. Qu'il n'oublie pas les 682 Moamba. Moamba. Voilà, Moamba. Pensez à Aldari Luboya pour des belles idées. Merci beaucoup. Voilà, courage. Merci. Un autre candidat, tout de suite. Okay.